Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam, et aujourd'hui on a un épisode un peu spécial parce que malheureusement Vincent est toujours détenu par les autorités françaises. Là. On suppose que c'est pour crime contre l'humanité, donc je vais être solo aujourd'hui. What? Non. OK. Pour clarifier un peu la situation, oui, je suis retenu en France, mais c'est à cause que j'ai pogné la COVID pendant mes vacances. Alors, tu es Sam est toujours accompagné de Vince. Wow, c'est beau la magie de l'Internet. C'est merveilleux. Donc, le thème aujourd'hui, ça va être les previews versus les reviews de jeux. Donc, c'est quoi les sources d'informations qu'on utilise pour s'informer sur des potentiels achats ou des potentiels jeux qu'on veut backer sur les plateformes de socio-financement. On va essayer de démêler tout ça, puis de donner notre point de vue par rapport à ça. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, comme d'habitude, on va vous parler des jeux auxquels on a joué récemment. Donc, Vincent, qu'est-ce que tu es allé découvrir en France? Donc, c'est ça. J'ai été hébergé par différents amis pendant mon voyage, puis j'en ai profité pour essayer et réessayer différents jeux de société. Je vais commencer par un jeu que je trouve particulièrement beau qui s'appelle Kanagawa. Kanagawa qui a été designé par Bruno Catala et Charles Chevalier, publié par les éditions Yellow. Donc, dans Kanagawa, chaque joueur est un peintre qui veut essayer de peinturer le plus beau paysage. Donc, c'est un jeu de construction de tableau où la twist va être que les cartes qui vont être disponibles pour pouvoir construire notre tableau vont apparaître progressivement. Puis à un moment donné, à chaque fois que dans le fond une rangée de cartes va apparaître, il faut faire un choix de dire est-ce que je veux prendre mes cartes tout de suite ou j'attends que des cartes meilleures sortent, mais ça donne la possibilité aux autres joueurs d'aller chercher ces cartes-là avant nous aussi. Un tour normal va se passer, on a un tableau qui ressemble à, en fait, on a un marché de cartes qui va être construit, qui va contenir des colonnes de cartes, et on va commencer par remplir la première ligne de ce marché-là. Une fois qu'on a rempli cette ligne-là, on va se poser la question, est-ce qu'on veut prendre toutes les cartes d'une même colonne qui sont présentes? Puis là, ça met fin un peu à notre tour, mais on prend les cartes de la colonne, puis on peut les placer dans notre tableau personnel. Les cartes, ça représente différents paysages, mais ça peut représenter aussi différents bonus qu'on peut accumuler au cours de la partie. Fait qu'on a tout le temps le choix de dire, je veux la carte pour la peinture, sur laquelle il va y avoir un élément de paysage, ça peut être un animal, un bâtiment, un personnage, associé à une saison. Ou sinon, on a les bonus. Attends un petit peu, là. Tu dis, tu remplis une rangée, mais tu choisis une colonne. C'est Oui, ça? c'est ça. Fait que au premier tour, dans le fond, tu vas juste avoir une carte. C'est ça. Fait que si tu décides, si c'est une carte que tu veux absolument, tu peux la prendre, mais oui, tu vas avoir une carte. Sinon, tu peux dire, je vais passer. Une fois que tout le monde a passé ou pris des cartes, on ajoute la deuxième rangée. Okay. Là, on a un choix de 2 cartes. Puis aussi, selon les colonnes, dans chaque colonne, il va y avoir aussi une carte qui va arriver face cachée. Fait qu'on a aussi une twist. Il faut un peu gérer le risque, à savoir c'est quand le bon moment d'aller chercher notre carte, parce que ça se peut qu'on la perde rapidement. Mais c'est ça. Une fois qu'on a fait trois rounds justement de placer des cartes sur le plateau commun, là après ça on peut juste choisir la colonne, puis là, on a jusqu'à un maximum de 3 cartes qu'on peut mettre sur notre plateau. C'est un peu de la gestion de risque dans le sens où vraiment c'est ça. Faut choisir le bon moment pour aller chercher sa colonne de cartes pour essayer de maximiser nos points, puis aussi pas laisser trop des cartes intéressantes à nos opposants. Puis tu fais des points selon les sets que tu as dans ton tableau, c'est ça? Oui, exactement. On a différents sets qu'on peut faire. Il y a des sets, des pointages qui vont se faire en fonction de la saison la plus longue qu'on va pouvoir faire sur notre tableau. Comme je disais, c'est ça, si on prend la carte pour son paysage, on peut faire des suites de saisons. Ça nous fait des points. On peut faire aussi avoir des diplômes en fonction de qu'est-ce qui compose notre peinture.
Les diplômes, c'est qu'il va falloir respecter une condition particulière. Il y en a que ça va être avoir 3 fois le même personnage ou avoir 3 bâtiments différents, avoir 3 animaux différents. Puis lorsqu'on a réalisé la condition, on peut prendre le diplôme. Ça va nous donner un bonus permanent qui peut être des points ou obtenir un pot de peinture supplémentaire parce que pour pouvoir, en fait, jouer une carte pour la peinture, jouer une carte pour son paysage, il faut avoir la peinture pour pouvoir le faire. Puis on a plusieurs couleurs de peinture qu'on peut accumuler pour justement les faire. Dans le fond, est-ce que les diplômes, c'est comme un pool commun, puis si moi j'en ai un, toi tu peux plus l'avoir, ou comme on a chacun nos... Oui, en fait, oui, exactement. C'est un pool qui est commun, puis une fois qu'on l'a pris, les autres, ils n'ont pas accès. Et pire que ça, à un moment, on peut, dans le fond, les conditions pour réaliser les diplômes vont en augmentant de difficulté. Les diplômes, dans le fond, qui donnent des bonus plus importants, sont plus difficiles à réaliser. Mais du moment où on atteint les conditions pour prendre un diplôme, mettons, de niveau inférieur, si on le prend pas immédiatement, on n'a plus jamais accès à ce diplôme-là. Fait que c'est un peu, encore une fois, c'est un peu une gestion de tes chances, parce que si tu prends pas le premier diplôme tout de suite, puis que tu vas attendre pour celui qui est plus tard, tu pourras jamais avoir le premier diplôme, qui est peut-être plus facile à obtenir, mais qui donne des bonus moins intéressants. Fait qu'on a cette course-là un peu qu'il faut gérer, puis essayer de voir comment nos chances vont pour aller chercher des diplômes plus élevés. Puis on peut juste avoir un diplôme d'une seule catégorie. Fait que tu sais, si admettons on dit moi je veux les diplômes qui ont un lien avec les animaux, ben il y a juste un diplôme d'animaux que je vais pouvoir avoir dans la partie à un moment. Ok, puis là, si moi je réussis à en avoir plus avant toi, ben, je peux aller te le prendre. Fait que là, toi, t'es obligé de prendre le plus petit après. C'est ça. Mais si t'as déjà refusé le plus petit, tu peux pas le prendre. Ah, ok. Aussitôt que tu l'atteins, tu décides si tu le prends ou pas. Exactement. Ah, c'est cool ça. Ouais, fait que c'est ça, c'est un peu il faut que tu te dis ça te fait des décisions qui sont pas faciles à prendre parce que tu te dis ouais, je peux prendre le bonus moins bon, mais tu sais, j'ai envie d'aller chercher vers les personnages, fait qu'il faut que tu choisisses quand même à ce moment-là si tu y vas ou tu y vas pas. On ajoute à ça justement que vu que le marché est commun puis qu'on doit choisir à quel moment on décide de prendre les cartes, il y a beaucoup d'interaction entre les joueurs parce que c'est facile de bloquer les autres parce qu'on voit les diplômes qui ont refusé. Et on peut justement essayer de les contrer en allant chercher les cartes qui pourraient les avantager. Donc c'est ça, on joue la partie, on finit quand quelqu'un a réussi à prendre 12 cartes de paysage. On finit le round, puis après ça, on va faire le calcul des points. Donc on fait des points sur... il y a certaines cartes qu'on va avoir déposées dans le tableau qui vont nous donner des points de base. Les diplômes vont nous donner des points. Puis après ça, on a la plus longue saison qui va nous donner aussi un nombre de points à la fin. On additionne tout ça, on détermine qui a gagné. Cool. Puis ça se joue de 2 à 2 à 4 joueurs. C'est standard. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, c'est un jeu qui est très beau, là. Veux pas, la thématique, c'est la peinture japonaise. Fait qu'on a des dessins qui sont vraiment beaux à regarder. Beaucoup de cerisiers en fleurs partout. Les dessins sont vraiment bien. Ah, c'est cool. C'est pas un jeu que j'avais entendu parler beaucoup, mais je serais curieux de l'essayer. Ouais, non, c'est ça. Puis le niveau, j'aime beaucoup le niveau d'interaction. L'aspect construction de tableau est bien fait parce que c'est ça, le mécanisme de marché fait que tout soit ouvert, ça fait qu'il faut vraiment regarder qu'est-ce que les autres vont faire pour pouvoir agir en fonction de ça, mais tout en gardant les yeux sur ton plan à toi. Donc, c'était Kanagawa, disponible aux éditions Yellow, designé par Bruno Catala et Charles Chevalier. Ouais, Bruno Catala, d'habitude, on se trompe pas, là. Il fait beaucoup de jeux, pis c'est pas mal tout le temps des bons jeux. Ouais, non, clairement. Donc, moi, de mon côté, je vais vous parler du jeu Living Forest de Aske Christiansen et publié chez Ludonote. C'est un jeu que j'avais pas tant entendu parler non plus, puis que j'ai commencé à jouer avec nos amis du podcast Decision Space. Pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, eux, ils vont vraiment aller en profondeur sur un jeu à chaque semaine. Puis tu sais, ils vont jouer plusieurs fois avant de présenter. Puis comme là, en ce moment, je suis en train de jouer des parties sur BGA en tour par tour avec eux. Puis on les enchaîne une après l'autre. Puis par le temps que notre épisode va être lancé,
probablement que l'heure sur ce jeu-là aussi, ou un peu après. Puis c'est ça, j'ai commencé à écouter ce podcast-là, puis à jouer avec eux. C'est vraiment cool. Dernièrement, ils ont fait un épisode sur Rift Force, justement, puis ils ont même parlé de moi, puis de notre podcast. Donc, je retourne l'appareil. Salut à Jake et Brendan. Puis si l'anglais c'est pas un problème pour vous, vous irez voir ce podcast-là. C'est vraiment cool. Ils vont vraiment très, très en profondeur sur chaque jeu. Puis, dans le fond, ils analysent le decision space, donc l'espace décisionnel, comme c'est quoi les décisions qu'on a à prendre, c'est quoi l'influence que ça va avoir sur le jeu, puis tout ça. Fait que c'est vraiment deux personnes qui connaissent très bien les jeux puis qui nerd out là-dessus. Là. C'est très cool comme format d'émission. Mais pour revenir à nos moutons, Living Forest, c'est un jeu où on est comme des petits esprits de la forêt qui essayent de protéger cette forêt-là, mais ces petits esprits-là sont compétitifs puis ils veulent savoir c'est qui va avoir le mieux protégé la forêt que les autres. Donc c'est pas un jeu co-op. Puis c'est un jeu il y a un petit aspect de deck building si on veut, puis mais surtout de pousse ta chance parce que dans le fond, à ton tour, tu vas piger les cartes de ton deck, puis tu vas les placer dans le fond dans ta rangée sur ton tableau. Les cartes dans le fond, ça représente les animaux de la forêt qui vont nous aider dans notre mission de sauver la forêt, si on veut. Et sur chaque carte, il va y avoir différents symboles qui vont déterminer la force des actions qu'on va pouvoir prendre à notre tour. Puis un de ces symboles-là, dans le fond, c'est une espèce de cercle noir. Là. C'est quelque chose qu'on veut pas voir. Puis si dans notre rangée, on se retrouve à avoir 3 cartes qui ont ce symbole-là, ben on a comme trop poussé notre chance, puis on a busté, si on veut. On a comme brisé notre limite, trop poussé, puis on a perdu, bref. Mais on perd pas tout. Dans le fond, c'est que quand on buste, on va pouvoir faire seulement une action à notre tour plutôt qu'en faire 2. Puis les différentes actions qu'on peut faire, ça va être soit de s'acheter de nouvelles cartes pour les rajouter à notre deck, donc des cartes qui, on l'espère, ont des symboles mieux que celles qu'on a déjà. Une autre action qu'on peut faire, c'est éteindre les feux dans la forêt. Puis ça, le nombre de feux qu'on peut éteindre va dépendre du nombre d'icônes d'eau qu'on a accumulé dans notre tableau. On peut aussi planter des nouveaux arbres. Donc, chaque joueur a son petit plateau personnel avec des emplacements où mettre les arbres. Et dans le fond, ces arbres-là vont nous rajouter des symboles permanents. Donc, je vais toujours être meilleur pour acheter une nouvelle carte ou pour planter des arbres ou éteindre les feux. On a aussi une espèce de cercle de la forêt où ce que chacun des joueurs va avoir son pion de petit esprit. Puis dans le fond, il y a une des ressources qui nous permet d'avancer, comme action d'avancer sur ce cercle-là. Dépendamment de où est-ce qu'on va atterrir, ça va nous donner une action bonus. Ça peut nous permettre de soit d'acheter des cartes ou d'éteindre des feux et tout ça. Puis pourquoi qu'on voudrait faire ça en avançant plutôt qu'en faisant l'action elle-même? Ben, premièrement, c'est que ça nous permet de faire 2 fois la même action dans le même tour, si on n'a pas busté, évidemment. Mais il y a aussi une petite twist qui est quand même assez intéressante, c'est que quand on dépasse un autre joueur, on va aller lui voler un de ses jetons. Puis les jetons, dans le fond, ils vont nous permettre d'avancer nos conditions de victoire. Parce que là, je n'ai pas parlé encore, mais dans le fond, il y a plusieurs façons de gagner une partie de Living Forest. Dans le fond, c'est une course à 12, mais il y a comme plusieurs choses qu'on peut arriver à 12 puis gagner avec ça. C'est qu'on peut avoir 12 arbres dans notre tableau. On peut avoir 12 jetons de feu, donc 12 feux qu'on a éteints. Puis la dernière condition, dans le fond, c'est d'avoir 12 lotus, parce qu'il y a certaines cartes dans notre deck qui ont des symboles de lotus dessus, ou des arbres qu'on peut acheter qui ont des symboles de lotus. Donc, si à notre tour, dans notre tableau, avec les cartes qu'on a révélées, on a au moins 12 lotus, on peut gagner de cette façon-là aussi. Donc, dès que quelqu'un arrive à 12 de une de ces 3 conditions-là, on va terminer le round en cours, puis, dans le fond, la personne qui est à 12 va gagner. Puis s'il y a plusieurs personnes qui arrivent à 12 dans un même tour, ben là, on va faire le total des 3 conditions, les points qu'ils ont dans chacun de ces 3 conditions-là. Puis c'est celui ou celle qui a le plus grand total qui va l'emporter. Donc, c'est ça, c'est un jeu qui est quand même assez simple. J'ai expliqué presque toutes les règles. Il y a peut-être d'autres petits points un peu plus pointus qu'on pourrait ajouter, mais que ça vaut pas la peine de parler ici. Le look du jeu est assez
cartoon familial. Puis tu sais, Ça fait féerique un peu, tu sais, tout est beau, lumineux, les couleurs sont très contrastées, très beau comme dessin, je trouve. Ouais, c'est ça, puis c'est accessible, là. N'importe qui peut apprendre à jouer, tu pourrais jouer avec des enfants même, mais tu sais, il y a quand même de quoi se casser la tête puis se bâtir une stratégie, là. C'est pas comme LOL, là, je fais juste virer des cartes puis whatever, là. Tu sais, le meilleur joueur va gagner la plupart du temps. Oui. Même. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, on a chacun notre tableau personnel, oui, on construit chacun notre deck, mais il y a quand même un niveau d'interaction intéressant au jeu. Juste du fait de tourner autour de l'arbre, puis de se rattraper, puis de se voler des points, mais aussi quand on va acheter des cartes dans le marché, c'est là qu'on va mettre le feu, fait que nos actions peuvent affecter le tour des opposants. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, il y a des différents niveaux de cartes. Il y en a qui valent plus ou moins cher, puis qui vont acheter plus ou moins de feu au pool commun pour le tour suivant. Dépendant de combien de feux qui s'ajoutent à chaque tour, si on n'a pas assez d'eau pour contrer ça, on va se prendre des cartes de feu qui vont venir polluer notre deck. Les arbres puis les cartes, dans le fond, c'est un pool commun, mais qui est pas. Les arbres sont jamais rafraîchis, les cartes sont juste rafraîchies entre les tours. Fait que qu'est-ce qu'on prend, les autres peuvent pas l'avoir non plus. Donc puis tu sais, il y a comme plein de petites interconnexions entre les conditions de victoire, parce que tu sais, certains arbres, mettons, vont avoir des lotus dessus. Il y en a d'autres qui vont avoir de l'eau, donc ça peut nous aider à aller chercher le feu. Fait que, tu sais, il y a plusieurs conditions, mais elles sont pas... Totalement indépendante. Tout se touche un peu. C'est ça. Comme tu disais, c'est ce que nous, on fait va influencer le tour des autres aussi. Donc, il y a plus d'interaction qu'il y en a l'air. Dans le fond, quand moi, j'ai lu les règles, quand je me suis fait expliquer le jeu, je trouvais que ça avait l'air, OK, ouais, on fait toute notre petite affaire, mais non. Mais c'est correct. Mais c'est un point qui est quand même important, c'est que malgré le fait que c'est des mécaniques qui souvent sont plus individuelles, on retrouve un niveau d'interactivité intéressant. Donc voilà, c'était Living Forest de Aske Christiansen et publié sur Ludonote et c'est disponible sur Board Game Arena. Puis sinon, toi, Vincent, y a-tu autre chose qui t'a fait peur en France? Donc, pour être fidèle à moi-même, j'ai joué à un jeu de Cthulhu. Cette fois-ci, j'ai joué à Arkham Horror The Card Game. C'est un jeu de deck building coopératif qui a été designé par Nate French et MJ Newman et qui a été publié par Fantasy Flight Games. Je voulais juste préciser, tu parles de deck building, mais c'est pas... Souvent, on appelle ça du deck construction. En le fond, tu construis ton deck entre les parties plutôt que pendant la partie. Oui, oui, exactement. Puis aussi, on appelle ça un living card game. C'est pas comme les jeux de cartes à la Magic ou tout ça où tu vas acheter des paquets avec des cartes aléatoires dans ton paquet. C'est que à chaque fois que tu achètes une extension de Arkham Horror, chaque extension a exactement les mêmes cartes, les mêmes personnages qu'on peut combiner avec les autres extensions qu'on possède ainsi que le jeu de base. C'est pas un jeu où justement on est en mode j'ai besoin absolument de cette carte-là qui a X% de chance de se trouver dans cette boîte d'édition-là. Non. Chaque boîte est complète, contient toutes les cartes de cette extension-là qu'on combine avec celles qu'on a déjà. Puis sais-tu, je sais qu'il y a des fois, il y a une de ces jeux-là que, mettons, tu peux mettre jusqu'à 3 copies d'une carte dans ton deck, mais il y en a une par boîte. Fait que si tu veux vraiment optimiser, il faut que tu achètes 3 boîtes. Il y a un peu ça, oui. On a une limite de 2, selon le nombre de joueurs en fait qu'on veut être. Parce qu'on peut, avec un jeu de base, on peut jouer à 2 joueurs, puis avec les extensions aussi, on peut jouer à 2 joueurs sans problème. Si on veut commencer à jouer avec plus de personnes, là, il faut commencer à combiner les extensions puis les jeux de base. Donc, comme ça me disait, Arkham Horror The Card Game, c'est un jeu de deck construction. Donc, on va commencer la partie, on va se construire notre deck de cartes qui va être utilisé pour tout le scénario. Donc, le jeu de base va contenir un certain nombre de scénarios qu'on va essayer de réaliser de façon coopérative. Chaque joueur va avoir un personnage qui va avoir un niveau de santé puis un niveau de santé mentale défini, va avoir une habilité spéciale et on va chacun avoir notre deck de cartes qu'on a construit. Une fois qu'on est mis en place, on va mettre en place un deck de rencontres qui va contenir des monstres, on a un deck qui va contenir des événements aléatoires qui vont nous affecter, puis on a un deck de cartes plus scénaristique qui nous explique un peu c'est quoi l'histoire macabre dans laquelle on s'est retrouvé,
qui va nous faire aussi progresser à mesure qu'on va répondre aux énigmes qui vont nous être imposées. Puis on va avoir aussi un deck qui contient les lieux qu'on va visiter. Donc c'est particulier parce que on a une mécanique en fait de déplacement dans des lieux qui va être aussi utilisée par les cartes, parce que chaque carte dans le fond va avoir des valeurs pour pouvoir se déplacer, va avoir des valeurs pour faire des actions. Et à notre tour, dans le fond, avec notre main de 5 cartes, il faut réussir à maximiser notre tour de façon coopérative pour progresser dans l'histoire. Puis est-ce que c'est, dans le fond, toi tu joues tout ton tour, puis après ça, moi je joue tout mon tour, ou est-ce qu'on peut alterner puis optimiser comme on veut? On peut choisir dans quel ordre on va faire notre tour. Si je me rappelle bien, on peut pas alterner. Ok, fait que, ouais, c'est ça. Tu fais tout ton tour, puis je fais tout mon tour, mais si c'est plus avantageux, je peux le faire avant toi. Exact, ouais. Fait que c'est ça, c'est difficile de pas trop spoiler parce qu'il y a quand même une grosse composante narrative au jeu. T'sais, on va révéler des événements, on a une intrigue, puis tout ça, puis on a beaucoup de surprises. Je pense que c'est un peu un point intéressant du jeu, c'est qu'on a beaucoup d'événements justement qui sont aléatoires. Les monstres qui vont apparaître d'une partie à l'autre sont pas exactement les mêmes. Même si on rejoue le même scénario, ben on a un pool. On a un pool qui reste pareil, mais les chances qu'on va repiocher les mêmes monstres, c'est pas non plus certain et pas garanti. Les cartes ont vraiment beaucoup d'effets variés. Ça m'a vraiment impressionné. Puis il y a différents combos qui peuvent être effectués. Il y a des cartes qui vont vous permettre de faire plus de dégâts aux monstres. Il y a des cartes qui vont te permettre de repiocher d'autres cartes. Il y a des cartes qui vont avoir des effets si certains monstres sont présents. Il y a vraiment beaucoup de plaisir à avoir, je pense, dans la construction justement de notre deck. Ceux qui aiment Magic, je pense qu'ils vont trouver vraiment leur coup de plaisir justement à faire cette étape-là du jeu, parce que c'est quand même une étape assez importante. Là. C'est pas mal le cœur du jeu, c'est de savoir à quel point on est capable de bien construire notre deck en fonction du scénario qui va nous être proposé. Puis c'est ça, il y a beaucoup de variabilité du fait que les personnages sont différents, les quêtes sont différentes. On avait joué le scénario d'introduction, entre autres. L'apprentissage du jeu se fait bien, se fait naturellement. Je trouve c'est une tendance qui commence à être intéressante justement au jeu avec des mécaniques plus complexes où on va vraiment te prendre par la main puis te dire la première fois que tu vas prendre le jeu, on va te dire bon ben tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis ça fait que de rentrer dans le jeu, ça devient facile. Rapidement, je pense que ça fait le tour sans trop spoiler. Là. Sérieusement, j'ai eu beaucoup de plaisir, même si on a perdu sur la fesse. On était à un tour de gagner, mais on s'est fait dévorer. Nos âmes se sont fait un peu dévorer. Mais c'était quand même un moment agréable. Puis à chaque fois que quelqu'un pouvait sortir un combo, tout le monde était, on était deux. On était tous les deux bien contents de pouvoir voir le combo s'exécuter, puis profiter de la situation au maximum. C'est vraiment un bon jeu. La thématique est... Bon, c'est sûr que pour certains, la thématique Cthulhu, ça va pas nécessairement aller vous chercher, mais je pense que l'aspect de construction de deck peut vraiment être puissant. Puis surtout si on ajoute d'autres extensions à tout ça, il y a moyen d'avoir pas mal de fun. Puis, est-ce qu'il y a des decks préconstruits qui sont suggérés? Pour le scénario de départ, oui, on a un deck proposé. Est-ce que c'est ça que vous avez utilisé, vous autres, ou vous avez vraiment comme construit un peu avant de vous lancer? Ben, vu qu'on apprenait, on connaissait pas beaucoup les cartes, on a fonctionné avec le deck de départ. On voit qu'il a été adapté pour le premier scénario, mais je pense que il y a tellement de cartes supplémentaires qui viennent avec le jeu que le fun va venir plus de ça une fois que tu t'es fait la main sur c'est quoi que les cartes peuvent faire quand tu vas commencer à voir qu'est-ce qui est bon comme combo. Mais c'est ça, nous autres, on en est pas venu à ça, là, pour notre partie d'essai. Je pense que ça va être ça, le truc le plus intéressant du jeu. Cool. Puis comme tu disais, si le thème de Cthulhu vous intéresse un peu moins, ben Fantasy Flight font aussi Marvel Champions, qui est un peu inspiré du même système, mais avec thématique Marvel. Et ils ont aussi la ligne de Lord of the Ring, de card game. Il y a plusieurs termes qui utilisent un système similaire. Là. C'est pas un pour un pareil, puis on fait juste changer les images sur les cartes, là, mais il y a quand même des mécaniques qui se recoupent entre les différents jeux. À ce qu'on m'a dit. Parce que moi j'en ai essayé aucun de ceux-là. Fait que
Peut-être que je parle au travers de mon chapeau. Ça va être un chapeau quand même fin parce qu'on t'entend quand même bien, Sam. Wow. Donc, c'était Arkham Horror, The Card Game, publié par Fantasy Flight Games et designé par Nate French et MJ Newman. Good. Donc, on fait le tour des jeux auxquels on a joué récemment. On arrive maintenant au moment du duel, puis comme je disais un peu plus tôt, aujourd'hui ce sera pas un duel entre deux jeux, mais on va avoir plus une discussion sur la différence entre les previews et les reviews de jeux. Ben déjà, c'est peut-être, on devrait commencer par un peu dire c'est quoi la différence entre un preview et un review. Un preview, c'est un peu plus une description brève, un peu pour mousser l'intérêt par rapport à un jeu. Généralement aussi, ça va être un peu payé par l'éditeur. Un review, là, ça va plus être une idée, peut-être une opinion critique par rapport à un jeu, mais ça peut aussi avoir été subventionné par un éditeur, mais ça se veut plus une analyse des mécaniques puis du fonctionnement du jeu. Ouais, mais c'est ça, la ligne est floue, puis des fois les YouTubers ou les blogueurs qui font ça vont pas être super transparents là-dessus, ou comme ils peuvent appeler ça un review, mais finalement ils sont payés quand même, ce que je trouve un peu sketch. Ouais, c'est touché. C'est sûr que la ligne est pas non plus franche. Des fois, on va avoir des reviews de jeux qui sont encore en conception. Surtout quand on pense aux jeux qui sont encore à l'étape de socio-financement. Là, on a des jeux aussi qui vont changer, où on va avoir des reviews de jeux pendant la campagne, mais que une fois en cours de campagne ou même après que la campagne se soit terminée, on va avoir des changements, fait que c'est pas non plus 100%, ça reflète pas 100% du jeu, comme il va l'être Non, quand on va pouvoir l'acheter. non, mais c'est comme si c'est un peu bizarre parce que tu sais, oui, il faut que tu aies des reviews, mais c'est un jeu incomplet. Mais d'un autre côté, si tu te lances dans une campagne puis que t'as pas de vidéo, t'as pas de review, t'as pas de preview, ça marchera pas. Tu sais, le monde n'embarqueront pas parce que ils vont dire que t'as pas ça, puis comme on s'attend. Tu sais, quand il y a un Kickstarter qui commence, si je vois sa page puis qu'il y a aucun vidéo sur le jeu, ben je vais être comme c'est louche, tu sais, comme je Est-ce que c'est m'attends. parce que, ouais, est-ce que c'est parce qu'il est vraiment pas bon et que personne n'a voulu l'essayer? Ou c'est parce que, aussi au niveau de la campagne, peut-être que il y a des compagnies qui gèrent plus ou moins bien leur campagne aussi. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir de reviewers. Mais c'est vrai que c'est louche. Puis selon quel type de consommateur t'es, tu sais, il y a des gens qui juste on met une étiquette avec une franchise, ça, on va l'acheter. Puis il y en a d'autres qui vont être plus critiques ou ils vont avoir besoin justement d'avoir une vraie idée de comment le jeu se joue pour prendre une décision. Puis oui, Ouais, dans ce cas-là, t'as pas le choix d'avoir un preview ou un review payé parce que personne d'autre a accès au jeu à ce moment-là. ouais, c'est ça. C'est sûr que tu sais, tu peux toujours attendre, puis souvent les jeux vont aller en retail ou au détail après, ou ils vont être disponibles sur le marché de l'usager, tu sais. Mais si tu veux être dans le hype puis dans le vent, ben tu sais, t'as comme pas le choix de justement te fier à ces previews-là. Ce qui est correct, là, je veux dire, c'est ils ont leur utilité parce que justement, ils vont présenter, souvent, tu sais, ils vont même faire une partie du jeu. Des fois, il va y avoir des erreurs de règles là-dedans, faut faire attention avec ça parce que ça peut biaiser l'expérience, là. Mais c'est ça, ils ont une utilité jusqu'à un certain point, mais moi, ce que j'aime pas de ces vidéos-là, c'est justement, tu sais, d'aller chercher l'avis de ceux qui font ces vidéos-là, puis qui sont payés par la compagnie. Ben, je me dis, tu sais, consciemment ou pas, si l'éditeur t'a payé pour parler de son jeu, ça se peut que ta critique, elle soit pas, elle sera pas la même que si t'as acheté le jeu avec l'argent qui venait de tes poches, tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr aussi que quand une compagnie va te payer pour faire un preview, ils s'attendent à ce que t'aides à leur faire de la publicité. Tu sais, ils veulent pas non plus que tu sabotes leur campagne. Puis toi, Non, ben, si tu veux être payé, ben, il faut que tu montres le jeu sous son meilleur jour. Je pense qu'il y a quand même une ben ça, oui puis non, parce que
Moi, ce que j'aime quand que je connais bien un reviewer, tu sais, ça fait plusieurs vidéos qu'il fait ou plusieurs reviews qu'il écrit, tu finis par connaître ses goûts, tu finis par savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il ou elle aime, puis qu'est-ce qu'il aime moins. Maintenant, je peux regarder des reviews de jeux que j'ai déjà joués. Je regarde comment ils les évaluent, puis comment moi je les évalue. Puis les bons reviewers, je trouve, même quand ils aiment pas un jeu, ils vont être capables d'expliquer pourquoi. Puis même si mes goûts sont pas identiques à ce reviewer-là, si lui l'a pas aimé, ben je peux savoir que moi, le jeu va m'intéresser puis il va m'aimer parce que je vais l'aimer parce que avec les raisons qu'il donne pourquoi il l'aime pas, je sais que ces raisons-là, moi, ça pourrait faire que je vais aimer ce jeu-là. Fait que oui, je comprends que tu sais, les compagnies veulent pas avoir de mauvaise presse, mais je trouve que les meilleurs reviewers, là, les meilleurs critiques, dans le fond, vont être capables de décrire un jeu, la façon de pourquoi qu'ils l'aiment pas, ben ça pourrait quand même plaire à d'autres personnes, tu sais. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est cet aspect-là, tu sais, on le voit pas vraiment dans un preview. Tu sais, tout le monde a l'air habituellement d'apprécier le jeu, puis peut-être de passer plus rapidement sur ce qu'ils apprécient moins. Ouais, ça se peut. Je pense que tu consommes plus de ce genre de contenu-là que moi, là. Moi, d'habitude, je me tiens plus sur genre, les reviews de jeux qui ont été publiés, puis tu sais, je fais pas beaucoup de YouTube, c'est plus version podcast, donc tu sais, c'est des gens qui vont parler du jeu plus que de montrer les composantes, puis ou même faire des playthroughs, des parties filmées, tu sais. Ouais, c'est souvent là, à ce moment-là aussi, tu as peut-être une étude un peu plus critique, un peu plus peaufinée puis qui te permet peut-être un peu mieux d'orienter ton propre choix. Là. C'est sûr que moi j'aime ça aussi voir les previews. Je me fais un peu, je m'emballe un peu des fois dans le hype train, là, comme ils disent. Mais tu sais, je sais pas, il y a comme un aspect stimulant, mais j'essaie aussi de rester un peu critique par rapport à ça, parce que comme tu as dit, tu sais, chaque campagne Kickstarter, chaque campagne sur GameFound, tu vas regarder une vidéo, puis tout le monde va dire c'est vraiment malade. Des fois ils vont dire, ils vont comparer c'est comme tel jeu, mais mieux. Tu sais, ça va souvent aller dans ce sens-là, puis ils ont quand même un peu fait leur devoir pour justement amener le hype. Puis il faut faire attention. Ben oui, c'est ça, faut faire attention parce que justement, c'est plus qu'il y a de la hype, plus que tu te hype dans le fond, puis des fois tes attentes deviennent tellement démesurées, puis là, ou à l'inverse, c'est que tu vas juste être poussé à la surconsommation, puis à acheter tout le temps, puis à prendre des all-in, puis rajouter des add-ons, puis tout ça, puis au final, tu te ramasses avec 12 boîtes, puis tu vas jouer au jeu 2 fois, puis tu mettras jamais les expansions parce que tu t'es pas rendu à ce point-là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, dans un sens, c'est ça, le preview il est quand même important parce que tu sais, veux pas, faut que les compagnies puissent vendre leurs jeux si on veut qu'ils puissent en faire d'autres. Puis tu sais, sans avoir ces previews-là un peu dont l'objectif est de créer du hype, ça se peut que certains jeux voient pas la lumière du Bon. jour parce que même si la mécanique est intéressante, des fois, tu sais, ça prend un petit plus pour créer un mouvement de foule pour qu'ils réussissent à être financés. Ah Fait ouais, que c'est, absolument. Mais c'est que c'est carrément de la publicité rendu là. Puis c'est correct, ça en prend, puis c'est cool. Mais moi, dans le fond, ce que j'aimerais, c'est que ce soit un peu plus transparent, puis que ce soit clair, net et précis que les gens ont été payés pour faire cette vidéo-là, puis que le but, c'est pas de te donner une impression ou de critiquer, mais c'est vraiment de publiciser, tu sais. ouais. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont le préciser d'emblée puis qui vont dire ça c'est un review qui a été payé par telle compagnie. Il y en a quand même plusieurs qui vont le dire d'avant. Là. Je pense que les créateurs ont un peu appris leur leçon. Là. Mais des fois, c'est sûr que même quand ils te le disent qu'ils sont payés pour, tu sais, tu te dis ça peut teinter leur opinion. Mais ceux que j'écoute souvent, ils vont le dire d'emblée pour justement être transparent. Mais c'est pas nécessairement tout le monde qui va le faire, tu sais, C'est ça, puis même ceux qui font des reviews de jeux
publiés, tu sais, souvent, sans être payés par l'éditeur, ils vont recevoir des copies gratuites, tu sais. Que ce soit que d'une convention ou, tu sais, juste ça marche des deux sens, là. Soit que c'est les reviewers qui vont écrire à la compagnie pour dire, ah, ben, tu sais, j'ai tel jeu m'intéresse, est-ce que c'est possible d'en obtenir une? Ou à l'inverse, quand ça devient assez gros, ben là, c'est carrément les compagnies qui vont t'approcher puis qui vont dire, ah, tiens, on t'envoie tel jeu, si jamais tu veux en parler dans ton show, tu sais. Puis encore là, je pense que c'est important, puis en tout cas, moi, les reviewers que j'écoute, justement, ils vont le préciser quand ils font leur review que, ah ben, ce jeu-là nous a été donné par l'éditeur ou par le designer ou whatever, tu sais. Puis nous, à Board Game Duel, on va toujours le faire aussi. Si jamais on arrive à un point où on reçoit des jeux, tu sais, on va le dire avant d'en parler, tu sais. Ouais. Oui, clairement, on va être transparent à ce niveau-là quand ça va arriver. Puis là, on a parlé beaucoup des previews. Je pense qu'on peut peut-être parler un peu plus des reviews. Reviews qui peuvent être payés, mais que souvent ils vont être, c'est ça, plus tard, une fois que le jeu va être sorti. Mais souvent, on va avoir plus justement des gens qui vont avoir essayé le jeu dans leur format final, qui vont avoir analysé les mécaniques, puis qui vont peut-être être plus à même de nous donner qui vont nous donner un aperçu peut-être plus franc de leur expérience de jeu, puis de comment ça s'est vécu. Ouais, c'est ça. Puis comme je disais tantôt, moi, ce que j'aime, c'est d'identifier des reviewers qui sont bons à décrire, pas seulement comme pourquoi que le jeu est bon ou pas bon, mais comme, en fait, pas juste pour décrire le jeu, mais comme pourquoi est-ce qu'ils ont aimé ou moins aimé. Puis c'est ça, au fil du temps, quand t'en trouves des bons, peu importe qu'il l'ait aimé ou pas, tu vas savoir si pour toi, pour ton groupe, est-ce que ça va marcher ou pas, tu sais. Ceux qui sont vraiment bons pour faire ça, en tout cas pour moi, il y a Shut Up and Sit Down, So Very Wrong About Games, Board Game Barrage. C'est trois podcasts. Shut Up and Sit Down font des vidéos aussi. Puis je trouve que les trois groupes, dans le fond, ils sont bons. Là, je vais me répéter encore, là. Fait que, Dans le fond, c'est qu'ils sont bons ils décrivent assez bien le jeu, puis leur opinion est basée un peu plus sur justement comment les mécaniques interagissent pour savoir est-ce que, tu sais, eux autres, ils ont leur propre préférence. Tu sais, ils aiment pas parfaitement tous les jeux qu'ils vont essayer. Mais non, des fois, c'est qu'ils sont capables de dire que ce qu'ils aiment pas, souvent, ça va être des préférences personnelles. Puis c'est ça que tu es capable de détecter dans leur discours. C'est capable de dire que ils ont moins aimé ça à cause de leur préférence, mais qui ont bien défini les mécaniques de sorte que toi, tu peux peut-être aimer ce type de mécanique-là que les autres apprécient moins. c'est ça. Je les apprécie aussi parce qu'ils sont, tu sais, ils sont honnêtes. Ils se gêneront pas pour dire qu'un jeu est poche si c'est poche, tu sais. Ouais. Puis tu sais, Pour eux, là, pas. Il y a très peu de jeux publiés aujourd'hui qui sont vraiment mal faits au point que comme personne devrait y jouer, tu sais. ouais. Aussi, c'est rare, je pense qu'on voit des reviews complètement destructrices comme ça aussi, là. Si je prends Shut Up and Sit Down, les autres, ils vont pas non plus te mettre un jeu exécrable, tu sais, ils veulent pas non plus te faire perdre ton temps. Non, fait que c'est ça. Rendu là, tu sais, il y a certains jeux que si tu le sais qu'ils en ont pas parlé, des fois c'est comme une review négative si on veut. Parce qu'il y a des reviewers qui vont dire qu'ils veulent jamais faire de critiques négatives parce que ça les intéresse pas de faire ça. Puis tu sais, c'est correct. Puis il y a tellement de jeux que c'est bien correct là, de focuser seulement sur ceux qu'on va aimer, tu sais. Ouais. Puis aussi, dans un sens, faire une review négative d'un jeu, après ça, ça fait peut-être moins intéressant pour les éditeurs après ça de vouloir t'envoyer un jeu, parce que les autres, ils prennent après ça, ils se disent qu'ils prennent un risque à t'envoyer un jeu puis que tu le défonces dans ton review. Ça peut leur faire peur, alors que de pas en parler, ça passe mieux peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, des fois, ils ont tellement des grosses audiences, ces reviewers-là, que même une critique négative, c'est peut-être mieux que rien pantoute. Parce qu'au moins, tu sais, t'en parles, puis ton nom s'en va est là. C'est sûr Ouais. que ça dépend toujours à quel point c'est négatif, là. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas souvent écouté des vidéos qui ont vraiment défoncé un jeu au point de dire
prends jamais ça puis tiens-toi loin, là. Non, c'est ça. Souvent, tu vas dire, ah, ben, il y a telle affaire qui est intéressante, mais au final, à cause de telle autre raison, je préfère un autre jeu, tu sais, ou des choses comme ça, tu sais. Ouais, un truc qui est mieux réalisé ailleurs ou qui a une thématique peut-être plus appropriée, des choses comme ça, là. De façon générale, je pense que si on veut, quelqu'un est pas pressé d'avoir un jeu, tu sais, quelqu'un qui va peut-être être plus réfléchi que moi, on va dire, euh, dans à quel point il va s'emporter sur un jeu. Je pense que le choix safe, c'est peut-être de se fier justement à ces reviewers-là qui vont donner leur opinion sur des jeux qui sont publiés depuis un certain temps, qui ont eu le temps de s'amuser avec plusieurs fois, justement, qui se gêneront pas de donner une opinion franche, puis de critiquer les faiblesses d'un jeu. Je pense que c'est pour être un consommateur avisé, je pense que c'est peut-être la meilleure façon de fonctionner parce que souvent aussi quand tu vas écouter ces reviews-là, tu vas pouvoir peut-être retrouver ces jeux-là sur le marché des jeux usagés à moindre prix que si tu vas t'être laissé emporter par le hype train sur un preview payé. Puis là, tu vas payer le gros prix pour un jeu que tu vas avoir acheté basé sur une opinion peut-être pas aussi... Posé. Ouais, J'ajouterais même, moi, rendu un point que pour que j'achète un jeu sans l'avoir essayé, là, faut qu'il y ait plus qu'un reviewer qui en a parlé puis que j'ai apprécié ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu, tu sais. Mais c'est sûr que c'est propre à tous et chacun, là. Il y en a qui achètent beaucoup puis qui en vendent puis tu sais, c'est correct. Moi, je suis rendu à un point que je suis plus sélectif dans mes achats, fait que c'est ça. J'essaye d'être encore plus avisé, encore plus averti puis d'avoir plus qu'une source qui me parle d'un même jeu avant de l'acheter moi-même, tu sais. La plupart du temps. Il y a toujours ouais. des exceptions, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est vrai que le hype train, il peut arriver vite, puis on peut, le faux mot, c'est quelque chose qui existe. Ouais, puis tu sais, ça prend du temps aussi de s'informer sur tous ces jeux-là, puis de consommer tout ce contenu-là. Là. Ça a l'air de rien, mais c'est si tu veux vraiment être un consommateur averti, mettons que tu as 3-4 jeux qui t'intéressent, d'aller écouter 3-4 podcasts ou 3-4 vidéos sur chacun de ces jeux-là, et ça peut tu sais, c'est long, là. Ça prend du temps. Ça prend du C'est temps de prendre une décision rationnelle. Essayer de séparer le hype, l'entrain de la qualité, puis vraiment ce que le jeu est. cool. En finissant, est-ce qu'on veut peut-être nommer des previewers, des reviewers qu'on apprécie ou qu'on n'a pas déjà parlé dans la discussion? Tu veux-tu commencer, Vincent? Moi, j'aime bien King of Average, c'est un YouTuber, il est anglophone. Lui, il va beaucoup commenter les Kickstarter, fait que, tu sais, il est quand même il va, c'est ça, il est quand même il suit les hype train un peu. Mais à la différence de beaucoup, en fait, de ceux qui font ça, lui, il reçoit aucun argent, dans le fond, des éditeurs. Il est vraiment uniquement financé par son Patreon puis les dons qu'il va recevoir. Des fois, il est un peu émotif, surtout contre certaines compagnies, mais de façon générale, j'aime bien son opinion justement, puis il est quand même il se distance des compagnies en général. Sinon, c'est ça, c'est que je regarde beaucoup de previews. C'est ça, c'est un peu drôle, hein, parce que tu sais, on a parlé justement preview versus review, être plus sage, c'est regarder des reviews de vieux jeux, mais je suis faible. Ben moi, côté preview, je pense qu'ils en faisaient un peu, ils en font peut-être moins maintenant, mais ben, l'équipe de Professeur Board Game, ils font les deux en fait. Puis souvent, ils vont même, leur vidéo, c'est qu'ils vont expliquer les règles du jeu, puis après ça, présenter les composantes puis tout, puis à la fin, ils vont donner leur opinion. Des fois, ils le font pour des jeux qui sont encore sur Kickstarter. Plus souvent, c'est des jeux publiés. Puis ils ont aussi leur podcast, donc un board game presque parfait, où ce que là, ils vont plus discuter des jeux qu'ils ont joués, puis ils vont faire une review souvent à la fin de l'émission sur un jeu en particulier. Puis là, ils sont 3, 4, 5, ça dépend
les émissions, ils vont toutes donner leur appréciation générale du jeu et tout ça. Donc, je trouve qu'ils font une bonne job. Puis encore là, qui aime ou qui aime pas, souvent ils vont donner les justifications qu'ils vont donner vont faire que moi je vais savoir si je vais aimer ça ou pas. C'est comme par exemple Hank, God of Egypt qu'on a parlé au dernier épisode. Eux, ils étaient mi-chaud, mi-froid. En fait, la plupart des reviewers que j'avais entendus, sauf un peut-être, étaient comme so-so sur le jeu, mais je savais que moi, ça allait m'intéresser quand même, tu sais. Puis Ouais. finalement, le jeu était bon, là, juste pas autant qu'Emmet, là, mais ça, c'est une autre Bon. discussion. C'est différent. Comme on l'a discuté dans l'épisode, on reviendra pas là-dessus. Sinon, un autre que des fois j'écoute aussi, c'est Dice Tower. Eux, ils vont par contre des fois faire aussi des reviews payées. Ils vont le signifier à l'avance lorsque c'est le cas. Puis souvent, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont souvent aussi toute une équipe à évaluer un jeu. Fait qu'on va avoir des avis qui vont des fois être divergents. Puis j'apprécie dans le détail qu'ils vont aller chercher dans les différents jeux qu'ils vont analyser. Ouais, c'est le Four-Sided Square qu'ils appellent, ou Dice, je sais plus, mais en tout cas, où ils sont 4 à donner leur avis sur un même jeu, là. Oui, c'est ça. Puis ça, je trouve ça bien parce que justement, on a des perspectives différentes sur un même jeu, puis ils seront pas tout le temps d'accord. Puis je trouve que ça donne justement ça peut te permettre de te faire une bonne idée d'un jeu parce que c'est vrai qu'on tout le monde qui joue à des jeux a des mécaniques qui les intéressent davantage, puis ils vont voir des défauts ou des trucs cool de façon différente. Ouais, c'est cool là, quand t'as deux opinions divergentes sur deux jeux différents, mais qui peuvent se ressembler. C'est comme, mettons, dans un duel, par exemple. Ouais, tu sais, c'est ça. Surtout, c'est quand t'as des jeux intéressants, tu sais, t'as deux opinions qui clashent, mais de ça, t'es capable de sortir, de voir justement qu'est-ce que toi va aller te chercher. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour du sujet. C'est sûr qu'il y aurait encore d'autres choses à dire, mais on peut poursuivre la discussion avec vous, les auditeurs. Donc, écrivez-nous, boardgameduel@gmail.com. Venez faire un tour sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. Discord, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment Une plateforme de discussion ouverte. Ouais, c'est comme un chat room, dans le fond, puis il y a différents canaux pour parler de différents sujets. Donc, on a un sur le podcast, donc vous pouvez rejoindre le Discord et aller écrire là-dessus votre opinion, review versus preview. C'est qui vos reviewers et previewers préférés? S'il y en a qu'on a manqué, c'est sûr qu'il y en a tellement, on peut pas toutes les connaître non plus. Puis dites-nous, vous, c'est quoi que vous faites quand vous cherchez de l'information sur un jeu? C'est qui vos meilleures sources? Puis point bonus si vous mettez Board Game Duel. Vous allez être notre fan numéro 1. Et, il peut y avoir plus qu'un fan numéro un. Hein. On n'est pas, ça ne dérange pas d'en aimer plusieurs. Alors voilà, merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! Salut, ici Sam du futur. J'ai oublié de mentionner pendant l'épisode que j'allais être au Breakout Con à Toronto les 15, 16 et 17 juillet prochains. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous venez à la convention, vous aussi, viendrez me faire un petit bonjour. Puis, si vous voulez, on peut même s'organiser une petite partie de quelque chose ensemble. Juste à m'écrire sur le courriel du podcast ou venez sur notre Discord et on va s'arranger ça. Alors voilà, c'est dit. De retour aux bloopers habituels. On va reprendre. Ça part bien. C'est la COVID. Je vais mettre ça sur le dos de la COVID. C'est ça. Peut-être une excuse pour une fois. On a entendu ton ventre, ça.